Le président des États-Unis a annexé un bras de mer sur les réseaux sociaux, sur son compte officiel Truth Social, et le truc le plus dingue de cette histoire, c'est que c'est même pas le sujet principal de la vidéo. Un bras de mer sur les réseaux sociaux. Hier, sur son compte officiel, une carte du détroit d'Ormuz a été publiée avec écrit dessus en gros, en bleu, en blanc et en rouge, New US Territory. C'était même pas un compte parodique avec 400 followers, c'était le compte du type qui détient les codes nucléaires. Oui, parce que pendant que la Maison-Blanche redessinait la carte du monde avec l'aide de l'intelligence artificielle sur un bras de mer situé à 11 000 km de Washington, il s'est passé quelque chose d'un tout petit peu plus violent. Il y a un chiffre qui est apparu sur les écrans, un seul, 5,3371%. Et ce chiffre-là, il est en train de démonter méthodiquement, tranquillement, tout ce que le marché se raconte depuis 2 ans. On va parler d'un massacre de 5,6% sans aucune raison, de 420 milliards de dollars achetés à crédit, et d'un pays qui a dû débrancher sa bourse cette nuit, et d'un robot chinois qui fait des saltos arrière et qui vaut 7 fois son prix en une seule séance. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 août 2026 et je suis Thomas Veillet. Le sujet du jour, c'est pas Trump. Trump, c'est le décor, c'est le bruit de fond, c'est le type qui joue de la trompette pendant qu'on essaye de suivre le match à la télé. Le sujet du jour, c'est que le marché obligataire vient de reprendre le pouvoir et qu'il est de très très mauvaise humeur. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va commencer tout de suite par le carnage du jour parce que c'est quand même vachement plus vendeur. Le SOX, l'indice des semi-conducteurs, le truc qui porte à lui tout seul l'espoir de l'humanité tout entière depuis 3 ans, a perdu 5,6% hier. À l'intérieur du SOX, il y a 30 valeurs. 30 valeurs en baisse, tout en baisse, 0 survivant, pas un qui s'en est sorti, pas une seule ligne verte hier soir. Vous avez ce genre de tableau une fois tous les 6 mois en général, et la dernière fois qu'on a eu le tapis rouge intégral, c'était le 29 juillet. Et regardez qui se fait ramasser, c'est Coherent, moins 12%, Credo, moins 12%, et devinez quoi, c'était exactement les 2 meilleures performances de l'indice depuis le point bas de fin juillet. Les 2 chouchous des 6 dernières semaines, les 2 qu'on montrait à ses copains, les 2 qui se font défenestrer en premier. CoreWeave, moins 12, Seagate, moins 9,2, SanDisk, moins 9, Micron, moins 7, ARM, moins 6,7, et Nvidia s'en tire avec un moins 2,3, ce qui, dans ce contexte, revient à peu près à terminer en hausse. Mais attendez, parce que le meilleur arrive. Avant-hier, pas il y a 6 mois, avant-hier, je vous expliquais que le SOX venait officiellement d'entrer en bull market. Officiellement avec le tampon bull market. 24 heures plus tard, il est même plus en bull market. Enfin, il est déjà plus en bull market et il balance absolument tout par la fenêtre. Alors, si vous voulez être investi dans les semi-conducteurs, c'est très bien, aucun souci, c'est même une plutôt bonne idée en ce moment. C'est un secteur formidable. Il faudra juste accepter de se manger un moins 6% dans la tête une séance de temps en temps. Sans prévenir, sans raison et sans nouvelles. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il ne s'est rien passé sur les semi-conducteurs. Aucun profit warning, aucun downgrade, aucun scandale comptable, aucune boîte qui annonce qu'elle a perdu une usine dans un incendie de forêt. On pourrait carrément dire que l'ampleur des mouvements semble un poil disproportionnée par rapport au flux de nouvelles réelles. Si on traduit ça en français, on va dire que personne comprend vraiment les raisons du sell-off. Il faut dire qu'on est au mois d'août, on est dans le vide intersidéral de l'information, avec une liquidité comparable à celle d'un distributeur de canettes abandonné dans le désert depuis 25 ans. Et dans ce type de marché, il suffit de 3 types un peu motivés avec un carnet d'ordre pour créer un mouvement qui n'a strictement rien à voir avec les fondamentaux actuels. Sauf que, il y a peut-être une raison, mais elle est juste ailleurs, on y arrive. Mais d'abord, il faut comprendre avec quoi le marché a joué ces dernières semaines. Il y a 420 milliards de dollars d'exposition notionnelle sur les ETF à effet de levier positionnés sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Le chiffre est sorti il y a 48 heures. 420 milliards de dollars. C'est pas 420 milliards de convictions, c'est 420 milliards de convictions achetées à crédit par des gens qui, pour la plupart, ne savent pas ce qu'est une moyenne mobile à 50 jours, mais qui savent très bien où est le bouton x3. Et un truc pareil, quand ça se dénoue, ça ne descend pas par les escaliers, ça saute direct par la fenêtre. Souvenez-vous ce qu'a fait le Kospi il y a quelques semaines. D'ailleurs, l'Asie a pris le relais cette nuit avec l'enthousiasme d'un condamné à mort. Le Kospi s'est pris d'entrée plus de 5% en pleine tronche dès l'ouverture,
tellement violents qu'ils ont dû stopper le marché. Les coupes-circuits, comme d'habitude. Le mécanisme qu'on déclenche quand les investisseurs ne vendent plus parce qu'ils ont une opinion, mais parce qu'ils veulent juste sortir n'importe quoi, à n'importe quel prix, mais surtout sortir. Et puis surtout, n'importe comment. SK Hynix a perdu 8,6%, Samsung moins 7,3%, Kioxia moins 9%, Nikkei moins 2,6% ce matin. Et puis le détail qui tue, c'est que la Corée avait aligné 6 séances de hausse d'affilée jusqu'à mardi, et 6 jours de montée, tout rendu quasiment en une matinée. Et ça, c'est très exactement la définition d'un marché qui ne croit pas, ou plus exactement qui ne croit plus, à ce qu'il est en train d'acheter. Il a un tout petit peu peur. Et il y a un chiffre qui résume toute l'affaire, le dernier sondage des gérants de fonds. 59% d'entre eux sont en train de couvrir leur risque intelligence artificielle en se tournant vers la value. Les cycliques, les défensives, 59%, c'est 2 fois plus qu'au mois de juillet, en 6 semaines. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se hedgent et qu'ils ne vendent pas encore. Vraiment, en tous les cas. Et pour l'instant, vu la tronche du VIX, ils sont pas non plus en train d'acheter des poudres comme des fous. Mais le niveau d'angoisse est en train de monter. Personne ne le dit à voix haute. Tout le monde continue de sourire à la télé, mais dans les carnets d'ordre, ça se voit quand même un tout petit peu. On commence à mettre les gilets de sauvetage discrètement en espérant que le voisin ne remarque rien. Alors, pourquoi maintenant et pourquoi la tech? Parce que dans les manuels de bourse, les vrais manuels, ceux qu'on a arrêté de lire il y a à peu près 5 ans en arrière, il y a une règle. Quand les taux montent, ce sont les boîtes les plus grassement valorisées qui prennent des claques en premier. C'est quasiment sans exception. Et les plus grasses du moment, forcément, elles se trouvent du côté de l'IA et des puces mémoire. C'est-à-dire très exactement des puces qui servent à se souvenir de ce genre de choses. Ce qui est quand même une belle ironie. On attaque maintenant la partie sérieuse et je vais faire court parce que c'est pas très compliqué. Le 30 ans américain est monté hier à 5,3371% en séance. Son plus haut depuis 2007. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés, 2007 c'était le début d'une belle période bien pourrie où on a bien cru qu'on allait tous mourir. Wall Street en premier et Goldman Sachs en deuxième. Le 10 ans a tapé les 4,72 pendant ce temps-là. Et en Europe aussi, les rendements continuent de grimper. Le Bund à 30 ans est au plus haut depuis 2011. L'OAT française continue de monter. Le 10 ans est à 4,11, du jamais vu depuis 2008. Et le japonais à 10 ans, c'est le seul qui baisse un peu aujourd'hui, tout en restant à 2,9%, ce qui pour le Japon relève quasiment de la science-fiction. Alors pourquoi cette réaction sur les taux et pourquoi est-ce qu'on la voit maintenant? Eh bien, il y a 3 raisons. Tout d'abord, le nouveau patron de la Fed a coupé la corde qui reliait les taux longs à la politique monétaire. Il a dit « Il y a eu une tendance à supprimer la volatilité et à nourrir les marchés à la petite cuillère, mais aujourd'hui, c'est fini !» Il a dit ça à Sintra il y a quelques semaines, mais je crois qu'on prend toute la valeur de ces mots en ce moment. Voilà, il a en gros retiré le pouce qui appuyait sur la balance obligataire depuis 20 ans. 20 ans qu'on nourrissait le bébé à la cuillère et un matin, le bébé se réveille et on lui dit « Bon, maintenant lève-toi et marche », ensuite il ira te chercher à bouffer dans le frigo. Résultat, plus 47 points de base sur le 30 ans depuis fin juin. Plus 47. Le marché obligataire est redevenu libre et sans attache avec la Fed et il est en train de découvrir qu'il aime pas ça du tout. Et c'est pas tout, Attendez qu'il découvre que la Fed n'est plus notre ami. Le point 2, bien sûr, c'est la dette. Les États-Unis vont passer la barre des 40 000 milliards de dollars dans les jours qui viennent. Le déficit dépasse 2 000 milliards cette année. Il y aura probablement 2100 l'année prochaine. Et puis, il paraît que d'ici 5 ans, quand on atteindra les 50 000 milliards sur la dette, les dépenses obligatoires, donc les intérêts, les retraites et la santé, dépasseront définitivement les recettes fiscales. Définitivement, pas sur un trimestre difficile seulement, définitivement. À ce stade, c'est plus un problème budgétaire. Un problème budgétaire, ça se négocie, ça se vote, ça se discute, ça se reporte. Là, c'est devenu un problème arithmétique. Et l'arithmétique, elle, ne fait pas de compromis à 3h du matin en commission des finances. Et puis le point 3, c'est peut-être le plus vicieux de tous, c'est l'IA. Les géants de la tech émettent tellement de dettes pour financer leurs data centers qu'ils se retrouvent en concurrence directe avec les États sur le marché obligataire. Les big tech font littéralement la queue derrière le trésor américain pour capter exactement les mêmes dollars. L'argent qui finançait la dette souveraine finance maintenant des cartes graphiques. Voilà donc la boucle qui est bouclée et elle est magnifique de perversité. Parce que l'IA fait monter les taux parce qu'elle emprunte comme un État et les taux qui montent tuent les valorisations de l'IA. Le serpent ne se mord pas la queue, il se la mange carrément et il demande un supplément. Pendant ce temps-là, Scott Bessent pagaille de son côté, intervention sur le yen, gestion des émissions de TV, communication, réunion, grand sourire, poignée de main, les rendements montent quand même. Et le fait que l'action du secrétaire au Trésor n'ait visiblement pas eu l'effet escompté, c'est une raison de plus de penser que cette hausse-là, la hausse des rendements, pourrait être un petit peu plus durable que ça.
Bon allez, je vais vous dire un truc positif parce que sinon vous allez croire que je fais un burn-out. Le 30 ans est redescendu quand même à 5,28 en fin de séance, donc ça rassurait un tout petit peu. Le 10 ans, lui, il retournait à 4,71. Des acheteurs sont réapparus, timides, mais ils sont réapparus. Et il y a encore des gens sur cette planète qui trouvent qu'à 5,3%, prêter de l'argent à l'État américain pendant 30 ans, c'est un deal correct. Ed Yardenis, c'est le gars qui a inventé le terme Bond Vigilante en 1983. C'est donc le type qui sait plus ou moins de quoi il parle quand on parle d'obligataire. Il dit que pour l'instant, il n'est pas encore en mode panique. Mais il ajoute, nous surveillons de près si les bonds vigilantes vont le faire. C'est rassurant, exactement comme un pompier qui vous explique qu'ils ne sent pas encore la fumée, mais qui voit quand même les flammes. Et la mécanique, elle tient en une seule phrase. Quand le taux sans risque monte, on actualise des bénéfices futurs beaucoup plus sévèrement. Point final. Donc concrètement, si toute votre thèse d'investissement repose sur des profits situés en 2031, ça vous coûte beaucoup plus cher qu'à une compagnie d'électricité qui encaisse ses factures tous les mois. Un profit lointain, c'est un chèque post-daté et plus les taux montent, moins le chèque vaut cher aujourd'hui. C'est pour ça que la tech se fait ratatiner pendant que l'énergie reprend 1,8% et la santé 1,6%. C'est pas de l'humeur, c'est pas du sentiment, c'est de la logique pure. Et je trouve ça presque touchant. Après des mois d'irrationalité franchement spectaculaire, le marché est en train de rouvrir les bouquins de théorie. Il a retrouvé sa calculatrice dans un tiroir, il a soufflé dessus, il enlève la poussière et il y retourne. Bon, maintenant, revenons à notre 51e État américain, parce qu'il faut bien rigoler un peu. Trump a donc déclaré mardi qu'il n'y avait aucune discussion en cours ni programmée avec la République islamique d'Iran. Et pendant qu'il écrivait ça, Jared Kushner expliquait sur Fox News qu'il avait des conversations très positives et actives avec différentes branches du gouvernement iranien. Deux versions officielles, la même administration, le même jour, la même chaîne, la même famille. On appelle ça une stratégie aux États-Unis en ce moment. Trump a aussi affirmé que le détroit était ouvert et opérationnel et que toutes les mines ont été retirées ou détruites. Le CENTCOM, qui a été interrogé là-dessus, donc le centre stratégique de l'armée américaine, a poliment renvoyé la question à la Maison-Blanche. La traduction militaire, c'est qu'on ne confirme pas, on ne dément pas et surtout, on ne veut pas se faire engueuler par le patron. Mais par contre, quand même les militaires ne comprennent plus la stratégie de leur propre gouvernement, c'est qu'on est un tout petit peu dans la merde. Oui, parce que dans la vraie vie, le détroit totalement ouvert, selon tonton Donald, eh bien, il a vu passer ce dimanche, je crois, 3 navires. Et il y a un cargo qui s'est fait tirer dessus lundi soir. La salle des machines a été touchée, il y a un mort. Le porte-parole militaire iranien avait prévenu que les navires qui tenteraient le passage trouveraient plusieurs beaux trous dans leur coque. Au moins, c'est de la communication plutôt claire. C'est pas la même que Trump, mais c'est clair. Vous ajoutez à ça 2 missiles balistiques tirés vers les Émirats arabes et vous obtenez Brent à 91,66 et WTI à 85,67, 4e séance de hausse consécutive. Mais là, et là il faut quand même que quelqu'un le dise assez fort parce que personne ne le dit, on est à 6 mois de guerre avec 20% du pétrole mondial bloqué et le baril est à 91$, pas 130, pas 150. Juste 91. Les circuits alternatifs, apparemment, les relais, les tankers, les pipelines, les flux, disons, discrets, tout ça a quand même réussi à absorber une partie du choc et le système a plus ou moins bien tenu. Et il faut quand même le dire, c'est plutôt remarquable. Sauf qu'un expert résumait ça hier avec une phrase qui devrait nous empêcher de temps en temps de fermer les yeux la nuit. Les routes alternatives font preuve d'une résilience impressionnante, mais la résilience, c'est pas la même chose que la capacité excédentaire. Donc en gros, le système tient, mais il tient sans marge de manœuvre, sans coussin de sécurité, sans plan B. C'est un funambule qui a traversé le canyon et tout le monde applaudit en oubliant qu'il a toujours pas de filet. Le jour où il y a un maillon qui casse et qu'il n'y a personne derrière, et ben on se réveille avec un baril au plus haut de tous les temps. Et puis alors, au chapitre de la connerie du jour, on a eu le taco du soir. À moins de 2 heures de l'entrée en vigueur des tarifs de 50% sur le Canada, Trump les suspend pour 3 jours. Motif, le Canada et les USA ont trouvé un deal. Le tout en majuscule, évidemment, sous réserve de finalisation des documents, bien sûr. Par contre, Carney, lui, il est nettement plus mesuré. Il a dit que des progrès substantiels ont été réalisés, bien qu'il reste un travail important à faire. Ce qui, en canadien, veut dire on n'a rien signé du tout, mais on est trop poli pour le dire. Les marchés ont fini par apprendre à lire ces annonces comme on lit un horoscope, avec un grand intérêt, sans trop y croire. Et en oubliant tout dans les 20 minutes qui suivent, bien sûr. On termine donc avec 2 trucs pour la route. Premier truc, le Nasdaq veut passer à 23 heures de trading par jour, 5 jours sur 7, avec une session nocturne de 21h à 4h du matin, dès décembre.
1 heure de pause quotidienne, le temps que les machines soufflent un peu. Parce que ce qui manquait vraiment à ce marché, c'était plus d'heures pour paniquer. En tout cas, les journées vont être longues. Deuxième truc, et c'est mon préféré, à Shanghai Unitree Robotics, le fabricant de robots humanoïdes qui font des saltos arrière, vous avez tous vu ça sur internet, a fait plus 629% le jour de son introduction en bourse. IPO sursouscrit 8000 fois par les retailers chinois. Donc au moment précis où l'Occident vend Micron et SK Hynix parce qu'il commence à douter de la monétisation de l'intelligence artificielle et de la valorisation de ces dernières, la Chine multiplie par 7 un fabricant de robots danseurs en une seule séance. 2 continents, 2 ambiances, même planète, c'est comme au Macumba. Récapitulons la journée d'hier. La première puissance mondiale a annexé un détroit sur les réseaux sociaux, le marché obligataire a retrouvé sa liberté et découvert qu'elle coûtait 5,33% sur 30 ans, les semi-conducteurs ont perdu 5,6% sans qu'aucune information ne le justifie, la Corée a déclenché ses circuits breakers et un robot chinois qui fait des saltos vaut 7 fois son prix d'introduction en une journée. Mais le vrai message d'hier, il n'est pas dans le repli du Nasdaq, il est dans la remarque d'un spécialiste obligataire et elle est rafraîchissante de simplicité. Il a dit: jusqu'ici, les marchés ont réussi à ignorer la hausse des rendements parce qu'on a eu le boom des bénéfices durant la saison des trimestriels. Mais une fois la saison des résultats passée, l'attention se portera davantage sur le marché obligataire. Voilà, la saison des résultats est pratiquement finie. On a encore Nvidia la semaine prochaine, mais après elle sera finie. Jusque-là, on a pu ignorer l'obligataire parce qu'on avait un truc bien plus brillant à surveiller. C'était un peu le gamin qui met la musique au fond de sa chambre pour pas entendre ses parents qui s'engueulent en bas. La musique vient de s'arrêter, mais en bas, ça continue de gueuler. Aujourd'hui, on a les minutes du FOMC meeting, et pour une fois, c'est pas un non-événement parce qu'il y avait 3 dissidents en juillet et qu'avec le pétrole à 91 et l'inflation au-dessus de la cible, le moindre mot un peu dur se transmettra instantanément à la courbe. Et côté résultat, Target, TGX, Lowe's, Analog Device avant l'ouverture. Sachant qu'hier, Home Depot a battu le consensus, il fait du surplace et que Toll Brothers a battu aussi et a baissé quand même. On est toujours dans cette fameuse saison merveilleuse où battre le consensus ne suffit plus. Mettez un like si vous avez tenu jusque-là, abonnez-vous si vous voulez voir la suite et puis partagez et commentez. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles annexions territoriales sur Twitter ou sur Truth Social. Belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.